Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui. Malheureusement, je pense que mes écouteurs ne fonctionnent pas. J'espère que le son est bon. Ils ont décidé de fonctionner. Bon, voilà. Alors, me voici. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de peur de la récidive. Je ne vais pas vous parler tellement de travaux de recherche. En fait, mon objectif aujourd'hui, ça va être d'expliquer d'où est-ce que ça vient, ça, la peur de la récidive, puis pourquoi des personnes vont en être plus affectées que d'autres. Puis, ça va nous permettre d'identifier des facteurs sur lesquels on a de l'emprise et sur lesquels on peut travailler de manière à réduire la sévérité ou la fréquence d'occurrence de la peur de la récidive. Je commence en vous donnant des ressources. Pour ceux d'entre vous qui êtes des professionnels de la santé, on a publié un livre en décembre de l'année dernière qui résume en fait un protocole de psychothérapie qu'on a développé et qui est présentement offert dans les soins courants dans le CHU de Québec et dans d'autres centres hospitaliers au Québec. Donc, je vous invite à regarder cette ressource-là si vous êtes intéressé. Pour ceux d'entre vous qui vivez avec un cancer, j'ai publié il y a plusieurs années maintenant le livre Faire face au cancer avec la pensée réaliste qui aborde en plus de détails ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, commençons par définir ce qu'est que la peur de la récidive. Euh, c'est la peur ou l'inquiétude ou la préoccupation associée à la possibilité que le cancer revienne ou progresse. Maintenant, si on regarde au niveau de la prévalence, donc à quel point, dans quelle proportion les patients sont-ils affectés par la peur de la récidive? Comme vous voyez, les pourcentages sont très variables selon les études. Et ça s'explique par le fait qu'on ne s'entend pas encore tout à fait sur qu'est-ce que c'est que la peur de la récidive, qu'est-ce que c'est aussi qu'une peur de récidive qu'on appelle cliniquement significative. Et aussi en fonction des sous-groupes qui sont évalués. Donc, il y a certaines caractéristiques qui font que la peur de la récidive va être plus fréquente dans certains groupes que dans d'autres. Ce que l'on sait par contre, c'est que c'est un des besoins psychosociaux qui est le moins bien répondu dans les soins euh, de support là, qui sont offerts aux personnes atteintes de cancer dans les soins de routine. Pour vous illustrer un peu là, les différents niveaux de sévérité, de peur de récidive, on va considérer en fait que la peur de la récidive, elle est normale, même si c'est un terme qu'on n'aime pas trop utiliser, là, mais disons habituel, ou qu'on retrouve chez à peu près l'ensemble des personnes qui ont vécu un traitement contre le cancer lorsqu'elle survient dans des moments clés. Donc, par exemple, là, un moment qui est très typique, c'est à l'approche des suivis médicaux ou des tests d'évolution. Là, on va avoir une crainte que ces tests-là vont révéler la présence d'une récidive. Puis, on va être rassuré une fois qu'on va recevoir des résultats qui sont négatifs. C'est, comme je vous dis, c'est à peu près 100% là, des gens qui ont vécu un cancer qui vont expérimenter ce type de peur-là. Pour d'autres, ça va aller, là, je m'en vais vraiment à l'autre bout du spectre, là. Ça va être une peur qui va être présente à peu près tout le temps, ou en tout cas qui va être un peu comme en arrière-plan, puis facilement activée ou déclenchée par des choses qui surviennent dans leur vie. Puis on va voir tantôt là, quels sont ces déclencheurs-là. Euh, Là, ici, je vais prendre le temps de vous expliquer, euh, ça a l'air un peu fastidieux, mais c'est un modèle qui explique euh, le développement de la peur de la récidive. Alors, dans un premier temps, vous voyez la boîte en haut qui identifie les facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants, c'est généralement des facteurs qu'on ne peut pas modifier, comme par exemple, les études ont montré que les femmes avaient souvent des niveaux de peur de récidive plus élevés que les hommes. Donc, évidemment que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Les personnes aussi qui ont des antécédents de troubles anxieux ou qui ont tendance à être anxieux, donc qui ont une personnalité là, qui a tendance à être anxieuse, vont aussi être plus susceptibles de ressentir des niveaux importants de peur de la récidive. Mais comme je vous dis, ce sont des facteurs sur lesquels on a moins d'emprise et c'est pour ça qu'ils se situent un peu en dehors là, de la boîte qui est juste en dessous qui identifie les facteurs sur lesquels on a plus de pouvoir. Euh,
en fait, ici, la figure, ça illustre un cercle vicieux de la peur de la récidive, qui va être déclenché souvent par soit des indices internes ou des indices externes. Des indices internes qui vont déclencher la peur de la récidive, ça inclut le fait d'avoir des symptômes qui pourraient s'apparenter à un cancer. Souvent, ça va être de la douleur. La douleur va nous amener à nous questionner, à savoir, est-ce que j'ai une peur de la récidive? Alors que les indices externes, ben, ça peut être un peu ce qu'on a vécu cette semaine. On a entendu beaucoup parler de cancer cette semaine avec le chanteur des Cowboys qui est décédé. Donc, les nouvelles dans les médias, le fait d'apprendre qu'une personnalité publique a reçu un diagnostic de cancer ou en est décédée, c'est le genre d'indice externe qui va être susceptible de déclencher la peur de la récidive, tout comme le fait d'avoir des suivis médicaux, comme je le disais tout à l'heure. Notre réaction à ça va être beaucoup aussi influencée sur les connaissances qu'on a sur le cancer en général, mais plus particulièrement sur notre cancer plus spécifiquement. Et puis, ben, tous ces indices-là, on va les interpréter. Et là, vous voyez que cette boîte-là, elle prend quand même une importance très grande. Et ben souvent, malheureusement, on va en venir à la conclusion que, par exemple, cette douleur-là va être un signe de récidive ou encore que puisque telle personne, telle célébrité est décédée du cancer, ben, que ça pourrait nous arriver aussi. Donc, ces interprétations-là vont nous amener des émotions, évidemment, d'anxiété et de peur. C'est normal, puisqu'on a une interprétation qui est quand même assez catastrophique. Et ça va nous amener à adopter des stratégies d'adaptation. Certaines vont être efficaces, d'autres non. Donc là, je vais passer plus de temps à expliquer celles qui sont moins efficaces parce que, comme vous voyez, quand on adopte des stratégies d'adaptation qui sont efficaces, bien, le cercle vicieux de la peur de la récidive, il va s'arrêter là. Alors que quand on a des stratégies d'adaptation inefficaces, on va toujours être dans une boucle où on va alimenter d'une certaine manière cette peur de la récidive. Et là, les éléments centraux, ça va être l'évitement. L'évitement soit cognitif, soit comportemental. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. L'évitement cognitif, c'est le fait de s'empêcher de penser au cancer. Ça semble un peu contre-intuitif. On pourrait se dire, ben, il me semble que c'est mieux de ne pas y penser puisque quand on y pense, ça suscite des émotions négatives. En réalité, ça a plutôt l'effet inverse, puis je vais vous l'expliquer plus longuement tout à l'heure. Sinon, il y a l'évitement comportemental, et là, c'est quand on évite des situations qui nous amènent à penser au cancer. Encore là, ça peut sembler contre-intuitif, mais en fait, ça va soulager notre anxiété pendant un certain temps, à court terme, mais à long terme, ça va vraiment juste entretenir la peur de la récidive ou faire qu'elle va persister dans le temps. Et l'évitement comportemental, pardon, va se manifester, par exemple, par le fait qu'on voit une émission qui parle de cancer, on va changer de poste, même chose par rapport à la radio, un article dans le journal, on va changer de page, etc. Donc, éviter de parler de cancer avec ses proches, par exemple, ça peut être un autre exemple. Et comme je vous dis, ça soulage l'anxiété à court terme, mais à long terme, ça va avoir plutôt tendance à la maintenir. Et donc, c'est le cercle vicieux là, qui va s'installer. Puis, vous voyez en toile de fond du modèle qu'il y a un facteur qui s'appelle l'intolérance à l'incertitude, qui est comme un facteur qui va faire en sorte que ce cercle vicieux-là va avoir plus tendance à être déclenché. Et aussi, ça, je vais l'expliquer plus longuement tantôt, mais brièvement, ce que je pourrais dire, c'est le fait d'avoir une allergie ou une difficulté à tolérer les situations qui sont caractérisées par de l'incertitude. Et on sait que le cancer, ben, c'est une situation qui est énormément caractérisée par de l'incertitude. Et donc, c'est particulièrement difficile à vivre pour les personnes qui, naturellement, ont moins d'aisance à composer avec ce type de situation-là. Alors, pour ce qui est en fait, là, je vais traiter de chacune des boîtes du modèle avec vous. Pour ce qui est de la boîte interprétation, là, évidemment que je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui. En général, là, je prends au moins 1 heure pour expliquer ce que je vais expliquer maintenant en 2 minutes.
mais je voulais juste faire ressortir un peu le principe de base là, qu'on met de l'avant pour aider les gens à mieux composer avec les déclencheurs et en venir moins à cette interprétation catastrophique qu'on va avoir, nous aussi, une récidive, par exemple, quand on entend une nouvelle, là, comme on a entendu cette semaine. Et pour ça, on distingue là, 3 types de pensées. Les pensées négatives, qui sont celles qui surviennent spontanément dans notre tête quand on vit une situation qui est difficile, qu'on peut comparer au fait de porter des lunettes noires. À l'autre opposé, on retrouve les pensées positives. Donc ça, on peut les comparer au fait de porter des lunettes roses. On va avoir tendance à voir les aspects positifs de la situation, à penser que tout va bien aller. Et nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'avoir une attitude d'optimisme réaliste qu'on peut comparer au fait de porter des lunettes claires où on voit tous les risques potentiels d'une situation tout en espérant que le meilleur survienne. Alors, c'est un peu ce qui est décrit ici. Qu'est-ce que c'est que la pensée réaliste? C'est percevoir la situation telle qu'elle est. Donc, on ne se fait pas croire que tout va bien aller. On envisage tous les aspects possibles d'une situation sans les exagérer négativement, ce qui correspond aux pensées négatives, ni positivement, ce qui correspond aux pensées positives. Et c'est percevoir tous les scénarios réalistes possibles, tous les risques réels de notre situation, tout en espérant que le meilleur survienne. Et là, je vais vous donner un exemple, toujours en référant à ces 3 types de lunettes. Donc, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui ressent un symptôme X, de la douleur, et qui en conclut, ça y est, je vais avoir une récidive. Et puisque souvent une pensée négative va avoir tendance à en entraîner une autre et une autre, ben, et souvent de plus en plus noire, ben là, on peut en arriver à ça y est, je vais mourir, et ensuite mes enfants vont être orphelins. Et quand on a ce type de discours négatif-là, on peut avoir tendance à aller complètement à l'opposé, vers la pensée positive en disant le cancer, ça ne me tuera pas, moi. Si je reste positive, je vais guérir de ce cancer. Mais l'expérience nous montre que la pensée positive, ça a aussi des aspects négatifs en ce sens où c'est difficile de maintenir toujours une attitude aussi positive. Ce qu'on remarque, c'est que l'optimisme réaliste va être associé à une meilleure adaptation, puis aussi à une façon plus adaptée de composer avec la peur de la récidive. Alors, par exemple, ça peut être d'admettre que c'était une très mauvaise nouvelle de recevoir un diagnostic de cancer, mais que ce ne sont pas toutes les personnes qui en meurent. De reconnaître, par exemple, que son médecin nous a dit que on avait un excellent pronostic. Je pourrais donc survivre à ce cancer. Il y a des gens qui survivent au cancer. Mais au pire, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, avec la pensée réaliste, on envisage tous les scénarios possibles en espérant que le meilleur survienne, bien, on envisage le scénario du pire aussi. Donc, si jamais j'ai une récidive, bien, ça ne veut pas dire qu'elle sera mortelle. C'est quelque chose qu'on oublie bien souvent, malheureusement. Et enfin, comme je le disais tantôt, puisque l'espoir est important quand même, sans verser nécessairement dans l'optimisme exagéré, on en vient à la conclusion, par exemple, que le plus probable est qu'on n'ait pas de récidive de ce cancer, que, par exemple, le mal de tête est dû à autre chose. C'est un peu ce qui est reflété ici. Alors, dans le cas d'Élise, qui avait mal à la tête depuis quelques jours, qui en a conclu qu'elle devait avoir des métastases au cerveau, et qu'elle ne passerait pas l'hiver. Donc, on voit qu'au niveau des émotions qu'elle ressent, c'est très intense, avoir de la peur à 100%, de la déprime à 80%. Et là, par un processus de questionnement où on va remettre en question la validité de ces interprétations-là, de ces pensées-là, on va en arriver à une interprétation qui est plus réaliste. Par exemple, j'ai l'habitude d'avoir ces douleurs-là quelques jours par mois. C'est peut-être juste un mal de tête normal. Mes derniers tests ne révélaient aucune trace de cancer, donc c'est moins probable que ce soit un signe de récidive de cancer. Plus je m'inquiète au sujet de mon mal de tête, plus il devient intense. Hein. On sait que l'inquiétude, ça peut accentuer ce type de symptômes-là. Si mon mal de tête dure ou s'intensifie, je vais consulter mon médecin pour en avoir le cœur net. On va revenir sur cette idée-là dans quelques instants. Le pire qui puisse arriver, c'est que j'ai un cancer métastatique. Ce serait une nouvelle qui est très difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, évidemment. Je serais bouleversée.
Mais si c'était le cas, il existe des traitements pour les métastases et ça ne veut pas dire que je mourrai dans l'année. Donc, vous voyez qu'on ne se fait pas croire que tout va bien aller, qu'on regarde tous les scénarios, mais à la toute fin, on arrive au scénario qui est le plus probable, c'est que ce sont des maux de tête sans rapport avec le cancer et on voit que la peur et la déprime diminuent significativement. Ce n'est pas à 0%, c'est un sujet qui suscite de l'inquiétude et c'est normal. Donc, c'est normal de ne pas arriver à des émotions de peur et de déprime qui sont à 0%. Mais l'idée ici, c'est de diminuer l'intensité des émotions, de faire en sorte qu'elles sont moins incapacitantes sur notre fonctionnement, qu'elles sont moins associées à de la détresse. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on oublie souvent que, en fait, de la même manière qu'on associe le cancer à la mort, on associe la récidive à la mort. Alors ici, c'est censé illustrer une route. Et des fois, les graphistes, ils modifient nos affaires, puis on dirait que là, ça n'a plus l'air d'une route. Mais imaginez que c'en est une. On voit là que la route, on ne l'a pas fait débuter à votre naissance, mais qu'elle débute au premier cancer que vous avez eu. Et là, il y a plusieurs routes possibles, en fait. Et tout ça qui va nous mener malheureusement à un décès parce que, je le redis malheureusement, parce qu'une des seules choses dont on est certain dans la vie, c'est qu'on va mourir un jour. On espère évidemment que ce soit le plus tard possible et de la meilleure manière possible, si on peut s'exprimer ainsi. Mais la route qui va mener à ce résultat-là, qui est certain et pas certaine du tout. Alors, elle va... et c'est très difficile, en fait, de prédire comment on va évoluer vers notre mort. Alors, à partir du moment où on a eu un cancer, qu'on a eu des traitements et qu'on est en rémission, on peut être en rémission tout le reste de notre vie, puis décéder d'une autre cause. On peut avoir ce qu'on appelle une récidive locale, avoir des traitements, puis revenir sur le chemin de la rémission. On peut avoir une récidive qui va être métastatique. On va avoir des traitements palliatifs et éventuellement peut-être décéder de ce cancer-là. Mais c'est quelque chose qui est impossible à prédire. Alors, compte tenu qu'il y a plusieurs routes de possibles, c'est extrêmement malheureux, en fait, de conclure nécessairement qu'une récidive va mener à une mort qui va être immédiate, ou pas immédiate, mais qui va être prochaine, alors que, comme je le disais, il y a plusieurs routes qui sont possibles. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier non plus, c'est-à-dire que on ne sait pas quand est-ce que ces choses-là vont survenir. Est-ce qu'une récidive va survenir tôt après un cancer initial? Elle peut survenir aussi plusieurs années après un cancer initial et nous donner ainsi beaucoup de temps pour apprécier la vie, apprécier nos proches, avoir des objectifs de vie qu'on va réaliser, etc. On a dit tout à l'heure qu'un des déclencheurs vraiment importants de la peur de la récidive, c'est d'avoir des symptômes physiques, notamment la douleur. Et on remarque que les personnes qui ont une peur de récidive qui est élevée vont avoir deux profils. Un qui est moins fréquent que l'autre, c'est la négligence. C'est-à-dire, ça, c'est des gens qui, par rapport aux symptômes qu'ils vont ressentir, vont avoir tendance à ne pas leur accorder aucune importance, à ne pas nécessairement les rapporter non plus à leur médecin donc agir comme si ces symptômes-là n'existaient pas. Et ça, c'est ce qui s'appelle là, de l'évitement cognitif quand même assez sévère. À l'autre bout du spectre, on retrouve ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Et ça, c'est la tendance qui est la plus fréquente là, chez les personnes qui ont une peur de récidive élevée. Et ça, c'est plutôt caractérisé par le fait de porter beaucoup attention aux symptômes qu'on a et avoir tendance peut-être aussi à exagérer ou dramatiser leur signification. Ce qu'on suggère, en fait, par rapport aux symptômes, c'est de viser l'équilibre et d'adopter une attitude plus de surveillance attentive. La négligence, c'est pas bon parce que ça peut faire en sorte qu'on a des symptômes qui devraient être apportés à notre équipe médicale parce qu'ils peuvent avoir une signification
et avoir un impact là, sur l'évolution de la maladie. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas encourager ça. Donc, de surveiller ces symptômes, c'est quelque chose qui est adapté comme comportement. Par contre, sans aller dans l'autre bout du spectre où là, on accorde un peu trop d'importance à nos symptômes, puis on a tendance à les catastrophiser. Donc, la surveillance attentive, on a développé un outil qu'on appelle le NIP pour aider les patients à mieux interpréter de façon réaliste les symptômes qu'ils vont ressentir. Alors, le NIP, c'est la première lettre de 4 critères objectifs qu'on peut utiliser pour interpréter de façon réaliste nos symptômes. Le premier, c'est nouveauté. Alors, est-ce que le symptôme qu'on ressent est nouveau ou non? Comme on a vu dans le cas d'Élise, par rapport aux maux de tête qu'elle ressentait, le symptôme n'était pas nouveau dans son cas. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'intensité. À quel point mon symptôme est sévère? Et là, dans le cas d'Élise, les maux de tête étaient quand même intenses. Ensuite, le troisième critère, c'est la probabilité. À quel point ce symptôme-là, il est probable qu'il puisse être associé au cancer ou à une récidive de cancer. Et là, bon, par rapport à Élise, on a vu que ses derniers tests étaient normaux, qu'elle avait l'habitude d'avoir ce type de maux de tête même avant le cancer, donc qui peuvent être dus à autre chose. Et la persistance, c'est le quatrième critère. Bien, il faut, en fait, ce que ça nous encourage à faire, c'est plutôt que de se précipiter tout de suite à l'urgence ou appeler tout de suite notre infirmière pivot ou aller voir notre médecin de famille, ben, on va essayer de regarder l'évolution du symptôme dans le temps pour voir c'est quoi son degré de à quel point justement il est persistant, à quel point il est chronique, puis à quel point il est sérieux aussi. Et ça nous amène à tolérer un peu plus les symptômes qu'on peut ressentir et à éviter de trop consulter aussi, parce que les tentatives qu'on fait là, pour se réassurer, ça aussi, ça fait partie des comportements d'évitement. Ça fait en sorte que quand on consulte de façon répétée les professionnels de la santé pour un même symptôme, par exemple, qu'on ressent, on va ressentir de la réassurance parce qu'on se fait dire non, non, c'est normal ce symptôme-là, mais on va avoir tendance à toujours rechercher cette réassurance-là si c'est ça notre principal moyen de composer avec l'incertitude qu'on ressent par rapport à un symptôme qui est vécu. Alors, c'est un outil que je vous donne. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, je disais en présentant le modèle que la peur de la récidive va être déclenchée dans certaines situations et que ça va dépendre du niveau d'information qu'on a sur le cancer en général et sur notre cancer en particulier. Bien, là aussi, on voit deux grands patrons chez les personnes qui ont une peur de récidive élevée. Alors, on a des personnes qui, elles, vont dire, moi, je ne veux rien savoir par rapport à mon cancer ou le moins possible. Ils ne poseront pas de questions à leur médecin, donc ils en savent très peu sur leur maladie. Et ça laisse place à beaucoup d'imagination par rapport aux symptômes qui pourraient se produire dans l'avenir. Donc, on va entendre toutes sortes d'histoires, puis on va se dire, mais est-ce que ça peut s'appliquer à moi? On ne le sait pas trop parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur notre maladie pour savoir à quel point ça peut s'appliquer à nous ou non. À l'autre bout du spectre, il y a des personnes qui, elles, vont rechercher beaucoup trop d'informations. Donc, vont consulter Dr. Google souvent. Et aussitôt qu'un symptôme va survenir, ben, ils vont avoir tendance à rechercher. Et vous savez que quand on recherche mal de tête, cancer, ben, ça va nous donner probablement l'idée que ça pourrait être un signe de récidive. Donc, alors que ben, il faut voir toutes les sources possibles, toutes les causes possibles de ces maux de tête avant de conclure que c'est nécessairement une récidive de cancer. Donc, ça non plus, c'est pas c'est pas la meilleure stratégie parce que là, ça va nous inciter à catastrophiser la portée de nos symptômes. Et plus on en sait, plus on peut s'inquiéter de choses rarissimes
qui peuvent se produire, qui ne s'appliquent pas nécessairement à notre cas aussi. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'essayer d'avoir juste assez d'informations pour répondre à nos inquiétudes sans tomber là, dans la recherche excessive d'informations. Et puis, quand on recherche l'information, ben, c'est important de consulter des sources d'informations qui sont fiables et compétentes. Alors, par exemple, Internet est probablement la moins bonne source en ce sens où, bien sûr, qu'Internet ne connaît pas votre cas à vous, au contraire de votre équipe traitante qui, elle, peut vous dire en quoi consiste votre maladie exactement, puis à quel point les symptômes que vous ressentez peuvent être un signe ou non de récidive. Et les connaissances ou les proches ayant déjà eu un cancer ne font pas non plus partie des ressources qui sont fiables et compétentes. Donc, souvent, on va entendre nos proches ou des connaissances dire « Oui, oui, j'ai déjà connu quelqu'un qui a eu le même type de cancer que toi et voici ce qui est arrivé. » Mais en réalité, là, on sait qu'on dit le cancer, mais qu'il existe une très grande variété de cancers, puis qu'on ne peut pas faire des comparaisons comme ça là, sans avoir un portrait complet là, du dossier médical. Aussi, bien s'informer, ça veut dire aussi de se préparer quand on a des rendez-vous avec notre équipe médicale. Et ça, une des façons d'y arriver, c'est d'avoir une liste de questions. Bien sûr, si on arrive avec une liste de questions de 2 pages, on risque de ne pas avoir nécessairement le temps pour toutes les poser. Donc, c'est important d'y aller avec les questions principales, celles qui nous suscitent le plus d'inquiétude, de manière à pouvoir avoir des réponses qui sont satisfaisantes puis qui vont pouvoir nous rassurer. C'est une bonne idée aussi d'être accompagné au rendez-vous. De cette manière-là, ben, on est 2 personnes à entendre la même information. Puis, ben, quand on est stressé aussi, on a moins de facilité à comprendre les informations médicales qui nous sont communiquées. Donc, ça peut être important, là, ben, par exemple, d'avoir quelqu'un qui prend des notes pendant la rencontre. Puis après, ben, on est capable de parler de notre compréhension mutuelle de l'information qui a été donnée. Et puis, une troisième stratégie, c'est d'enregistrer les séances où beaucoup d'informations sont données par vos médecins. Bien sûr, il faut le faire là, après avoir sollicité leur autorisation à le faire en leur disant que l'idée, c'est vraiment pour vous d'avoir une information là, qui va être disponible et que vous allez pouvoir réécouter à tête reposée pour être sûr que vous avez bien compris. Maintenant, je veux parler de l'intolérance à l'incertitude. Vous vous rappelez, là, c'est le concept qui était en toile de fond du modèle que je vous ai présenté là, au début de la présentation. Je vous ai dit que l'intolérance à l'incertitude, c'est cette difficulté qu'ont certaines personnes à tolérer ou à vivre avec des situations qui sont caractérisées par beaucoup d'incertitudes. Puis on a déjà dit que le cancer, ben, parmi les situations qu'on peut vivre, c'est probablement une parmi celles qui suscite le plus d'incertitudes, qui est caractérisée par le plus d'incertitudes. Et ça commence très tôt, dès le moment d'investigation où là, est-ce que ça va être un cancer? Puis si c'en est un, est-ce que ça va être grave? Puis quel traitement je vais recevoir? Puis comment je vais réagir par rapport à ça? Quel impact ça va avoir sur mon fonctionnement, sur mes proches, etc. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et souvent, dans la vie de tous les jours, les gens qui sont intolérants à l'incertitude vont avoir tendance à utiliser des stratégies qui vont les aider à composer avec ça. Donc, ils vont chercher à contrôler la situation. Alors, imaginons, là, je prends un exemple qui n'est vraiment pas lié au cancer, mais imaginons quelqu'un qui planifie un voyage et parce que c'est une personne qui a de la difficulté à composer avec l'incertitude qui peut caractériser le fait de voyager, va contrôler tout son voyage de façon importante, c'est-à-dire va planifier à quel hôtel, un itinéraire très fixe, quel hôtel ils vont dormir chaque soir, c'est quoi les activités qu'ils vont faire durant la journée. Donc, énormément de planification, énormément de tentatives de contrôler la situation.
Ça marche pour ce type de situation-là, mais quand on est confronté au cancer, malheureusement, c'est des stratégies qui ne sont pas très efficaces et c'est ce qui fait que c'est difficile à vivre pour les personnes qui ont une allergie à l'incertitude. Il y a d'autres comportements qui vont aussi avoir tendance à survenir, soit de s'examiner fréquemment, se faire rassurer à répétition par les professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, et faire de l'évitement. On va y revenir. Donc, le but qui est recherché ici, c'est d'essayer d'augmenter sa tolérance à l'incertitude. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, par deux moyens. En fait, le premier, c'est de reconnaître que la vie avec le cancer, elle est caractérisée par énormément d'incertitudes, mais c'est la vie en général qui est caractérisée par beaucoup d'incertitudes. La vie est incertaine, même quand on n'a pas eu un cancer, on n'est jamais certain de combien de temps on va vivre, on n'est jamais certain à quel point c'est réaliste que nos projets soient réalisés. Donc, la vie, elle est caractérisée par de l'incertitude. Et donc, l'autre moyen, c'est d'essayer de moins contrôler, de moins planifier dans des situations plus banales de notre vie. Donc, d'essayer de s'exposer à des situations d'incertitude, essayer d'en vivre dans la vie en général. Et ça, ça va graduellement nous aider là, à moins mal réagir par rapport aux situations d'incertitude. C'est sûr que là, je vais vite, hein, ce n'est pas une psychothérapie, je vous donne plein d'éléments. Si jamais vous faites partie là, des personnes qui ont une peur de récidive, qui est là un peu tout le temps, qui nuit à votre fonctionnement quotidien, là, je vous invite vraiment à voir c'est quoi les ressources autour de vous pour voir un professionnel de la santé mentale, un psychologue qui pourrait vous aider là, à appliquer les outils que je vous suggère aujourd'hui. Bon, on a parlé de l'évitement. Vous vous rappelez là, que dans le modèle que j'ai présenté, ça prenait une grande place. Et il y a deux types d'évitement, l'évitement cognitif et l'évitement comportemental. Donc, l'évitement, c'est tous les efforts qu'on fait pour ne pas affronter une situation ou des pensées qui provoquent des émotions négatives. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est des stratégies qui sont efficaces à court terme, mais qui maintiennent l'anxiété à long terme. Alors, par exemple, encore là, je vais utiliser un exemple non lié au cancer. Si on a peur des chiens, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'éviter de se confronter aux chiens. Donc, si on voit un chien dans la rue, on va avoir tendance à changer de trottoir, rebrousser chemin, etc. Ne pas aller chez des amis qui ont des chiens, etc. Et ça, donc, c'est de l'évitement comportemental. Ça va nous donner l'impression que c'est une stratégie qui est efficace parce que aussitôt qu'on change de chemin ou parce qu'on décide de voir notre amie chez nous plutôt que chez elle pour éviter d'être confronté à son chien, notre anxiété diminue. Donc, ça nous donne l'impression que c'est une stratégie qui est efficace. Par contre, sur le long terme, ça fait juste maintenir notre peur des chiens. Et on sait que quand on a des phobies, bien, la meilleure façon de traiter ce type de problème-là, c'est de s'exposer graduellement à ce qui nous fait peur. Et c'est la même chose avec des pensées. Et les pensées par rapport à une récidive possible de cancer, dans le cas là, qui nous occupe aujourd'hui. Donc, l'évitement comportemental, je vous en ai donné des exemples tout à l'heure par rapport au cancer. Je ne vais pas les répéter. Un exemple que je n'ai pas nommé, ça va être de cesser de s'auto-examiner, retarder la prise de rendez-vous médicaux. C'est des cas plus extrêmes et qui peuvent avoir des conséquences possibles là, sur la santé. Et ce qu'on va faire, comme pour une phobie des chiens, on va amener les gens à s'exposer graduellement aux situations qui ont tendance à déclencher la peur de la récidive. Alors ici, par exemple, on va donner une grille là, qui va permettre aux gens de prendre des notes sur les exercices qu'on va leur donner d'exposition. Et là, ici, l'exemple, c'est une personne qui s'expose au fait de lire de l'information au sujet de son cancer, par exemple sur le site Internet de la Société canadienne du cancer. On voit que ça suscite beaucoup d'anxiété avant. C'est quoi les moyens pour passer à l'action? C'est quoi le résultat finalement?
L'anxiété était plus élevée au début et a diminué avec le temps. Quel était le niveau d'anxiété après? On voit que c'était pas zéro, mais c'était moins que 70%. Et le fait de s'exposer de façon répétée, donc une seule fois ne sera pas suffisante, mais de le faire de façon répétée va faire en sorte que ce genre de situation-là va beaucoup moins susciter d'anxiété avec le temps. Et c'est un peu illustré ici, c'est-à-dire que vous voyez en pointillé l'évolution de l'anxiété quand on fait de l'évitement. Alors, par exemple, on voit un chien dans la rue, je réfère là à la ligne en pointillé, je ne sais pas si vous voyez ma souris. On voit un chien, alors au début de la ligne pointillée, on voit que l'anxiété va augmenter. On décide de changer de trottoir, l'anxiété va diminuer. Et on voit que c'est un peu le patron qu'on va observer chaque fois qu'on va faire de l'évitement, mais qu'au long cours, l'anxiété va finir par augmenter. Alors que quand on s'expose, ça va être illustré par les courbes qui sont plus rondes. Celle en haut va illustrer les premiers exercices où on va s'exposer aux situations qui suscitent de l'anxiété. Et plus on va s'exposer à cette situation-là, plus notre niveau d'anxiété va ressembler aux courbes du bas. Donc, l'anxiété va moins monter et va durer moins longtemps également. L'évitement cognitif, ben, c'est un peu la même chose, mais c'est avec des pensées. Alors, c'est un peu particulier. C'est plus difficile peut-être de s'exposer à ses pensées, mais ici, l'idée, c'est d'essayer de garder en tête qu'il faut éviter d'éviter. Une première chose qu'on fait avec les patients, c'est de faire réaliser en quoi l'évitement cognitif, il est peu utile. Et la manière dont on fait ça, idéalement, si on était ensemble, c'est quelque chose que je ferai avec vous, mais je vais vous expliquer l'exercice. Ce que l'on fait, c'est qu'on demande aux gens pendant 1 minute de penser uniquement à un chameau, puis on leur dit, levez la main quand le chameau quitte votre esprit. Et puis là, bon, on fait l'exercice, puis souvent, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir quelques mains qui vont se lever parce que c'est difficile de penser constamment à une seule chose. On va finir par penser à l'épicerie qu'on a à faire, aux enfants qu'on a à aller chercher à la garderie après, etc. Et après, le deuxième volet de l'exercice, ça va d'amener les gens à penser à n'importe quoi pendant 1 minute, sauf à un chameau. Et de lever la main aussitôt que l'image d'un chameau va apparaître. Et là, ce qu'on observe, c'est que au tout début de l'exercice, c'est assez facile de penser à autre chose que le chameau, mais que inévitablement, le chameau va finir par resurgir dans notre tête. Et si on faisait l'exercice pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, bien évidemment que le chameau reviendrait beaucoup plus à notre esprit. Et c'est pour illustrer que quand on essaie de chasser des pensées de notre esprit, elles vont avoir tendance à revenir. C'est comme un effet boomerang, en fait. Oui, on va réussir pendant un temps à ne pas penser à quelque chose, par exemple le cancer, mais que forcément, ça va finir par revenir. Donc, c'est mieux d'essayer de tolérer ces pensées-là qui nous font peur, de les dédramatiser avec un exercice, par exemple, de pensée réaliste, versus essayer de chasser toute pensée de notre tête par rapport au cancer. Encore là, bon, je parle de ça très rapidement, je donne des outils, mais si vous pensez là, que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile, encore une fois, je vous invite à consulter un professionnel de la santé mentale. Là, je réalise il me reste environ 5 minutes. C'est bien ça? Oui, vous pouvez prendre encore une dizaine de minutes, si Ah, vous OK, voulez. parfait. Alors, un autre point dont je voulais parler, ben, c'est la réassurance. Je vous disais tout à l'heure que c'est une forme d'évitement. Parce que quand on va chercher de la réassurance, qu'on qu'on appelle notre infirmière pivot aussitôt qu'on a un symptôme inquiétant pour se faire rassurer, ça va avoir un impact très fort sur le moment. On va être rassuré, donc ça calme notre anxiété. Encore là, ça va avoir un effet à court terme uniquement. Et aussitôt qu'un nouveau symptôme ou que le même symptôme réapparaît, bien,
l'anxiété va revenir parce que notre façon de composer avec ça, c'est d'appeler à nouveau un professionnel de la santé pour se faire rassurer ou consulter à nouveau un professionnel de la santé. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, puis que vous pensez que c'est quelque chose que vous faites fréquemment, ben une chose serait d'essayer de mettre un délai entre le moment où on ressent un symptôme et le moment où on consulte ou qu'on appelle un intervenant. Il n'y a pas juste consulter son médecin ou un intervenant en santé qui sont des formes de comportement de réassurance. Ça peut être de demander de passer des examens supplémentaires, de rencontrer plusieurs professionnels de la santé pour avoir plusieurs points de vue. Ça peut être une bonne stratégie au début, surtout quand notre situation est un peu particulière. Mais quand c'est répété, ben là, ça peut devenir un peu problématique. S'examiner exagérément, ça peut en faire partie. Se faire rassurer par ses proches, des fois, ça prend cette forme-là aussi. Dis-moi que ça va bien aller, là, rassure-moi. Ou se rassurer par soi-même avec des pensées positives toutes faites comme tout va bien aller. Donc, par rapport au comportement de réassurance, c'est important de se demander à quel point euh, nos tentatives de réassurance sont excessives ou elles sont justifiées. Par exemple, si on a tendance à poser la même question plusieurs fois, alors qu'on a déjà la réponse et que finalement l'intention derrière ma question n'est pas vraiment d'avoir l'information comme telle, je l'ai déjà eue et je la connais, mais c'est plus pour me faire rassurer, pour réduire mon anxiété. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est probablement un comportement qui est excessif, qu'on pourrait cesser. Alors que c'est tout à fait justifié, évidemment, si on n'a pas bien compris un aspect là, qui a été expliqué par notre médecin, de redemander qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout à fait justifié et adapté. C'est vraiment quand on a déjà la réponse à notre question, on l'a déjà demandé cette question-là, on sait c'est quoi la réponse, mais qu'on continue de la demander uniquement pour se faire rassurer et diminuer notre anxiété. Et là, ben, on peut se ramener à nos critères objectifs pour évaluer les symptômes, donc nouveauté, intensité, probabilité, persistance, notre fameux NIP. Essayer de s'auto-examiner, de continuer à le faire, mais de façon plus occasionnelle, qu'on ne verse pas là, dans un niveau de fréquence qui est plus exagéré. D'avoir une surveillance attentive par rapport aux signes potentiels d'évolution. Donc, de ne pas être ni dans la négligence ni l'hypervigilance. Et de se demander qu'est-ce que ferait une personne ayant moins de peur de la récidive, histoire de se donner un espèce d'exemple là, à suivre sur la fréquence avec laquelle on devrait avoir ce type de recherche-là de réassurance. Une chose qu'on a observée avec le temps, là, ça fait quand même une bonne douzaine d'années là, qu'on a développé le groupe de psychothérapie sur la peur de la récidive. On a observé que souvent les gens vont avoir tendance à rechercher du contrôle sur la maladie, histoire de réduire leur peur de la récidive. Et ça va prendre souvent la forme d'avoir un nouveau régime de vie qui est assez strict, du genre, mais moi, à partir de maintenant, pour ne pas avoir de récidive de cancer, je ne mangerai plus jamais de fast-food, je vais faire de l'exercice tous les jours, je vais faire de la visualisation tous les jours, etc. Et là, on pourrait avoir tendance à dire, ben, c'est très bien parce qu'on sait que, bon, par exemple, avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice, c'est des facteurs quand même importants dans le rétablissement, mais qui peuvent aussi avoir une influence sur l'évolution de la maladie. En même temps, quand c'est très rigide et aussi très exigeant en termes de changement, ça va générer énormément de détresse parce qu'aussitôt que on va avoir un écart à notre nouveau régime alimentaire, par exemple, on va se sentir énormément coupable et ça va réactiver notre peur de la récidive. Alors, je me rappelle, par exemple, d'une dame là, qui avait peur que le sucre soit un facteur de risque d'une récidive de cancer. Puis elle est arrivée après la pause à
à notre séance avec une mini tarte au sucre qu'elle n'a pas du tout appréciée parce qu'après, elle a ressenti énormément de culpabilité qu'elle a verbalisée et là, la peur par rapport à une récidive était beaucoup augmentée. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des changements qui sont souhaités, qui sont souhaitables, mais pas quand ça génère autant d'anxiété, de culpabilité. Donc, c'est important d'établir un peu des changements qu'on est capable de faire, qui sont réalistes puis qui s'intègrent bien à notre mode de vie. Sinon, là, ça va vraiment alimenter notre peur de la récidive. Donc, je vais chercher, oui, je vais enchaîner avec un dernier thème qui ne fait pas partie du modèle, mais que je trouve qu'il est important d'aborder parce que malheureusement, ce qu'on observe souvent chez les gens qui ont reçu des traitements contre le cancer, c'est le fait qu'ils vont s'empêcher d'avoir des projets à long terme, des projets à moyen terme, mais même parfois des projets à court terme. Et pourquoi c'est malheureux? Parce que les objectifs de vie, c'est important pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, par exemple, ben, ça nous aide à avoir des raisons de se lever le matin. Ça nous donne des raisons de vivre, en fait, les objectifs de vie. Sinon, l'alternative, c'est de vivre au jour le jour. Et ce qu'on observe, c'est que le fait de vivre au jour le jour, ça peut être associé à de la dépression et une moins bonne satisfaction envers la vie. Les gens vont souvent nous contre-argumenter que pourquoi avoir des objectifs de vie si on n'est pas certain qu'on va pouvoir les réaliser? Parce qu'un cancer ou une récidive de cancer pourrait survenir à tout moment. Et c'est une bonne question. En même temps, pourquoi est-ce qu'on a des objectifs de vie? Pourquoi est-ce qu'on en avait avant le cancer? On n'était pas davantage certain qu'on allait réaliser, qu'on allait les réaliser parce qu'on ne savait pas non plus qu'est-ce que la vie nous réservait. Donc, ça nous réfère encore à cette idée d'incertitude qu'on a explorée tout à l'heure. Donc, je vous encourage, si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, à mettre un frein à vos projets de vie, à recommencer à en avoir parce que le risque, il est quoi? Le risque est qu'on ne réalise pas nos projets de vie, mais il est moins important que celui associé au fait de cesser d'avoir des projets de vie qui vont finir par nous déprimer au quotidien. Et la manière qu'on peut faire ça, c'est ce qu'on fait là, dans notre groupe de psychothérapie. On amène les gens à réfléchir dans un premier temps à c'était quoi leur projet de vie avant le cancer, ça serait quoi leur objectif de vie là, si le cancer ne faisait pas partie de leur vie du tout. Et de voir est-ce qu'il y a parmi ces projets-là des choses qui peuvent être encore réalisables ou peuvent être adaptées en fonction de la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Et ensuite, ben, vous voyez un peu des exemples ici. Et ensuite, on peut les décomposer en buts à court, moyen et long terme. Et ça, c'est pas nécessairement, on ne tombe pas nécessairement dans de la pensée positive quand on fait ça, d'avoir des buts à long terme, même quand on a un pronostic qui est limité. Parce que l'idée ici, c'est pas de dire c'est certain que je vais réaliser mes objectifs à long terme. En fait, c'est juste de nous donner un objectif qui va faire en sorte que on va ressentir du plaisir et de la satisfaction envers la vie à mesure qu'on fait des choses pour arriver à nos buts à long terme. Donc, ce n'est pas nécessaire de les réaliser complètement pour en tirer un bénéfice. Comme par exemple, encore là, un exemple pas du tout lié au cancer, mais quand on entreprend un diplôme universitaire, ben c'est sûr que notre objectif ultime, c'est d'avoir le diplôme à la fin, mais si c'était notre seule source de satisfaction, ça serait long, là, les années d'études. Donc, en fait, ce pourquoi cet objectif-là, c'est quelque chose qui est satisfaisant dans notre vie, c'est le fait qu'on va tirer beaucoup de satisfaction des petites choses qui vont nous mener à l'obtention du diplôme à la fin. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut l'envisager. Donc, voilà, ça met un terme à